confirmerai que le CAUE de la Savoie, dans le cadre de la révision générale du PLU, c'est Jean-Michel Picot qui nous le présente. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, CAUE, est un organisme d'utilité publique créé par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977, chargé de promouvoir des politiques qualitatives en matière d'architecture, d'aménagement et de développement, au travers notamment de l'exercice de ses missions de conseil et d'assistance architecturale, paysagère et urbanisme. Mis en place par le Conseil général de la Savoie par délibération du 6 juin 1978, il est un organisme départemental participant à la solidarité entre les collectivités locales. Il est notamment un outil de sensibilisation, de formation et de conseil auprès des collectivités locales dont les actions revêtent un caractère pédagogique. Le CAUE, constitué sous forme associative, mène avec les collectivités et leurs syndicats qui le souhaitent des actions concertées pouvant être formalisées par des conventions de mission d'accompagnement. Dans le cadre de la procédure de révision générale du PLU engagée par la commune, il convient d'engager une mission d'accompagnement avec le CAUE qui aura pour intérêt la mise en place et la conduite d'un processus de concertation complémentaire à celui mené par le bureau d'études en charge de la révision du PLU. Il participera et animera, en lien avec Savoie Vivante et le bureau d'études, des ateliers de concertation, des forums publics de restitution et des réunions publiques. La prestation est évaluée à 6 250 € pour la durée de la mission, l'accompagnement prévu de mars 2015 à avril 2016. Je vous propose d'adopter la délibération 6 juin, approuvant les termes de la convention de mission d'accompagnement à intervenir avec le CAUE de la Savoie et autorisant M. le maire à signer ce document. Très bien. Des questions sur ce dossier. Gérard également. Voilà. C'était un petit rappel concernant le processus d'accompagnement du PLU. Puisqu'on avait, lors du conseil municipal du 24 novembre, lorsqu'on avait voté une demande de subvention auprès de l'ADEME, pareil pour compléter l'accompagnement, on avait aussi eu l'occasion d'échanger, d'apprendre quelques informations, notamment la mise en place du comité de pilotage et de l'architecture générale de cette première phase de concertation. Et du fait qu'on n'était plus dans le comité de pilotage, contrairement à la révision du PLU 2004, il nous avait été dit qu'il y avait un engagement de faire un conseil municipal privé par trimestre pour faire le point d'avancement. Et à l'époque, on venait de voter l'embauche du territorialiste du Fermica pour faire la phase de diagnostic. Et donc, on est un petit peu inquiet, embêté de voir arriver des réunions publiques devant la population le 31 et le 1er avril, alors que nous, en tant qu'élus, gérant aucune information, on aurait souhaité pouvoir avoir une restitution ou un point avant que ce soit fait au niveau de la population, pour qu'on puisse aussi enrichir et faire part de nos observations. On le fera même postérieurement aux réunions publiques, parce que là, on est vraiment dans le démarrage. Après, ils sont au stade diagnostic. Et au demeurant, on a bien plus d'informations que vous. Donc, il n'y a pas de volonté de dissimuler quoi que ce soit. Hein. En fait, la nouvelle loi Allure, qui est une loi un peu compliquée, bon, je ne veux pas encore dire du mal de l'auteur, mais prévoit que, dans un premier temps, le bureau d'études chargé du PLU doit effectuer un diagnostic, puis ensuite confronter ce diagnostic dans le cadre d'une concertation publique, donc c'est celle qui commence avec les réunions publiques, et doit le restituer, donc pour nous ce sera au mois de juin. Donc je pense qu'on tiendra un conseil privé vers le mois de mai, de telle sorte qu'elle nous apporte l'ensemble des informations collectées, parce que dans cette phase diagnostique, il y a deux objectifs particuliers. Premier objectif, c'est est-ce qu'on a atteint les orientations, et notamment les orientations d'aménagement, ce qu'on appelle les OAP du PLU de 2004, et ensuite, est-ce qu'on peut identifier des denfeuses de densification possible sur l'espace déjà urbanisé sur la commune. Donc ça, c'est un travail, on va dire, avant tout de technicien, sur lequel la parole publique n'a pas à parler. Pour autant, il faudra qu'on parle dessus, parce qu'il faut identifier des denfeuses que nous, on considère vouloir garder en jardin, par exemple, dans certains quartiers, ou au contraire, oublier d'identifier à d'autres endroits qui seraient susceptibles de densifier. On a déjà évoqué, par exemple,
les questions des parcs de stationnement qui pourraient être utilement urbanisés, par exemple, dans les autres activités économiques, pour pouvoir densifier et augmenter le nombre de mètres carrés utiles dans les zones d'activité. Donc ça, on aura à se prononcer sur le diagnostic. Au 30 juin, la phase diagnostic sera achevée. On devra passer à la phase PADD, plan d'aménagement et de développement durable, qui n'existait pas dans les lois précédentes. Et donc là, dans le cadre du PADD, c'est là vraiment que la parole politique va prendre tout son sens. Et c'est dans ce cadre-là que la proposition de ce soir, de faire appel au CAUE, vous est faite, puisqu'on voudrait qu'il y ait une parole politique, évidemment, des 29 élus du conseil municipal, mais comme on l'avait fait en 2004 et comme on l'a fait au Grand Valmar, c'est important de pouvoir échanger dans le cadre d'une concertation publique. Et le CAUE et Savoie-Vivante ont une belle expérience sur l'Aragoire, avec une expérience qui vont conforter avec d'autres expériences sur d'autres communes. Et c'est là, dans le cadre du PADD, qu'on devra écrire la volonté qu'elle a nôtre. On a donné une ligne directrice, c'est la ville jardin, c'est-à-dire que l'Aragoire ayant fait l'effort de se densifier là où elle était déjà ville, elle a pu conserver des espaces naturels, et l'objectif est de les relier, les sentiers en étant un bon exemple. La troisième partie sera une partie plus réglementaire, celle qu'on connaissait auparavant dans les PLU, même au temps des postes, c'est-à-dire c'est comment on traduit cette volonté politique du PADD dans l'urbanisme réglementaire, qu'est-ce qui est classé en urbanisable, qu'est-ce qui est classé en naturel, qu'est-ce qui est classé en économique, en matière économique, qu'est-ce qui est classé en commerce, qu'est-ce qui est classé en industrie, est-ce qu'on accepte des formes de mixité ou pas, en matière naturelle, qu'est-ce qui est classé en espace naturel en tant que tel, en zones humides, et qu'est-ce qui est classé, parce que le SDAG va venir s'imposer aussi à nous, et on va devoir le prendre en considération, et puis qu'est-ce qui est classé en zone agricole. Et enfin, en matière d'urbanisme, les zones, avec la définition de leur densité, sachant qu'aujourd'hui, le code ça a disparu. Et donc, ce sera à nous de définir dans le cadre d'OAP, de nouvelles OAP, de nouvelles orientations d'aménagement public, le type d'orientation qu'on voudra donner à chacun des quartiers. Donc, on n'est pas en retard, mais on va dire qu'on est dans le moment un peu complexe du démarrage, où le bureau d'études va aujourd'hui élaborer différents scénarios, va nous apporter en fait lors des réunions l'analyse qu'il a fait sur ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné. Je le fais d'ailleurs de façon très transparente, je suis complètement favorable lors des réunions publiques, et que ensuite nous on prenne la main sur le sujet et qu'on le fasse dans une concertation avec la société. Voilà, on en est là aujourd'hui dans la procédure. Il y a d'autres questions sur le sujet. Donc je précise, on a mis dans la délibération qu'il y aura bien Savoie-Vivante avec le CAUE également, parce que les deux avaient travaillé ensemble sur Valmar. Vous savez de bon et tout ça. Et on est enfin, Savoie-Vivante, c'est vraiment cette pertinence sur la médiation territoriale. Ça très bien. C'est bien d'avoir des intervenants extérieurs. On s'est rendu compte que lors de la concertation de Valmar, il y avait des questions intéressantes qui avaient été posées par les habitants qui n'auraient peut-être pas osé ou les poser différemment à des élus. C'est bien aussi que nous, élus, on se mette autour de la table au même titre que les citoyens pour participer exactement au même niveau. Voilà. Je pense que l'expérience qu'ils ont acquis, qui avait été très bonne à l'époque, et qu'ils ont acquis de plus, c'est des gens qui savent concerter aussi bien avec les habitants qu'avec le conseil municipal. Oui, c'est une observation très importante de Jean-Michel. En concertation publique, c'est pas aux élus qu'on parle le plus. C'est comme le prince du Qatar dans les guignols de l'info. Le principal, mais il ne parle pas à d'autres. Voilà. Il faut que ce soit un tiers regard. Voilà. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté également. Et puis on va passer au gros morceau de ce conseil municipal, qui est le premier budget de ce mandat, en commençant par le vote des taux, et puis ensuite, notre collègue Jean-Louis L'Enfant vous présentera le budget primitif, j'en dirais quelques mots d'introduction. Je peux peut-être le faire d'ailleurs avant le vote des taux, l'objectif étant que on
on adopte sur les taux exactement la même mécanique, c'est-à-dire qu'on ait une augmentation des taux uniquement au niveau de l'inflation. Alors on avait une inflation qui était un peu inférieure cette année, mais on sait que l'inflation repart plutôt à la hausse puisque la BCE a injecté 1000 milliards d'euros sur le marché des devises, ce qui va évidemment pas manquer de faire augmenter qui va abaisser le prix de l'argent, donc augmenter l'inflation. Et surtout puisque nous-mêmes nous avons une inflation interne qui est très supérieure à l'inflation de l'INSEE, parce que dans notre inflation interne, il y a les prix qui sont relevés par l'INSEE, comme les carburants, l'énergie ou les denrées alimentaires, mais il y a également une charge importante qui est celle du personnel, qui, compte tenu des évolutions du GDP, est plutôt autour de 4%, avec les avancements de grade et d'échelon. Donc la proposition est de maintenir exactement la même politique fiscale de très grande modération qui est appliquée depuis 2001 et qui a permis aux Ravoiriens de payer les taux et en particulier la taxe d'habitation la plus basse de l'agglomération. Je fais un rappel, s'agissant du premier budget de ce moment-là, c'est que ce choix de maintenir un taux de taxe d'habitation très bas est vraiment un choix politique important. Parce que dans notre strate, on a rendez-vous ce matin avec Jean-Louis L'Enfant, avec le trésorier de Châtelet-Eaux, dans notre strate, la moyenne du taux de taxe d'habitation est plutôt autour de 14%, c'est le double de la commune de Laravoir. Mais s'agissant d'une commune, j'aime à le rappeler, qui a un revenu moyen par habitant parmi les plus bas de l'agglomération, contrairement à ce qu'on pourrait accroire. Et s'agissant d'une commune qui a plus d'importants logements sociaux, il n'est évidemment pas question de récupérer en impôts les moindres loyers qui sont payés par un certain nombre de nos concitoyens. Donc, le foncier bâti est à un niveau normal, parce que le foncier bâti vaut pour tous les types d'habitation, et y compris les entreprises. Donc ça permet de mieux répartir la charge, alors que la taxe d'habitation, elle, est maintenue à un niveau le plus bas possible. S'agissant du foncier non bâti, on a commandé une simulation en fait à la trésorerie. Bon, on discute de 17 000 euros, voilà, à l'échelle du budget de la Ravoire, c'est quasiment anecdotique, mais pour autant, on regardera si on est susceptible de le baisser, parce que le foncier non bâti ayant vocation à le rester au maximum dans le cadre du nouveau PLU, il serait dommage que fonctionnent d'une certaine manière ceux qui sont détenteurs de foncier non bâti et qui font aussi le caractère de la commune de la Ravoire. Le cadrage global de ce budget, compte tenu de cet engagement de toute façon de maintenir une fiscalité faible, a été très difficile, pour regarder les choses en face, parce que tous devaient faire l'effort, comme on l'a dit au moment du débat d'orientation budgétaire, de participer à la réduction de la dette nationale, et les collectivités n'y font pas exception. Dans ces conditions, la DGF, c'est-à-dire la part de dotation de l'État qui alimente le budget, a été réduite. Elle le sera au cours des 3 années à venir. Et donc, on a une baisse quasiment de 200 000 euros de DGF. Et dans 3 ans, elle sera environ de 600 000 euros. Or, 600 000 euros, c'est précisément l'autofinancement qui vous est présenté ce soir, après des efforts considérables, puisque, en première intention, le budget de fonctionnement nous octroyait un autofinancement qui était plutôt plus proche de 400 000, 414 000, et donc, il y a déjà eu un premier travail extrêmement important qui a été réalisé par l'ensemble des élus et les adjoints et les délégués en particulier, pour serrer au maximum les dépenses et se donner des objectifs de sobriété budgétaire sur le fonctionnement qui nous permettent de maintenir un taux d'autofinancement plus élevé. Pourquoi? Parce que si on est dans un cadre fixe, on pourrait dire photographique, si on projette un autofinancement à 600 000 euros avec encore 2 années où la DGF va baisser,
ben, il restera plus de 200 000, donc autant dire que sans virement de à la section d'investissement, la commune n'aura plus du tout les moyens d'investir. Et donc, dès maintenant, il faut s'atteler à l'effort et pas seulement voir fondre notre niveau d'autofinancement sans rien faire. Donc, c'est vraiment un budget qui s'est donné pour objectif l'effort individuel, collectif, pour faire mieux avec moins. Heureusement, on n'est pas dans un cadre fixe et photographique, parce qu'on a cette chance d'être sur une commune qui est attractive, qui a un fort développement, que ce soit un développement économique, implantation d'entreprise ou implantation en matière de logement. Et on sait que les livraisons, par exemple, le dernier bâtiment du quartier de Féjaz, du premier rideau de Valmar, vont nous amener, à partir de l'an prochain, des ressources supplémentaires. On sait que l'implantation des nouvelles entreprises sur la zone de la Villette va en amener également l'an prochain, que dans 2 ans, l'aménagement de la nouvelle zone commerciale de Pré-Renault nous amènera également, notamment en matière de foncier bâti, des ressources complémentaires, parce que évidemment la fiscalité d'entreprise stricto sensu remontera à Chambéry Métropole, mais cette dynamique doit nous imposer aussi de rester dans une optique de développement. C'est-à-dire que si d'un côté la ressource de l'État baisse, on peut s'imposer les efforts, mais si on ne veut pas que l'effort devienne austérité, il faut que la commune poursuive son développement. Et donc le travail qu'on fait dans ce budget et qu'on fait au quotidien, c'est aussi de permettre à l'opération Valmar de se poursuivre, permettre à l'opération de rénovation énergétique des bâtiments de Féjaz de se poursuivre, de monter de nouvelles zones d'activité économique. C'est aujourd'hui la Villette, c'est dans un demain quasi immédiat la zone de Pré-Renault. On aura, je l'espère, à présenter lors d'un prochain conseil municipal également l'implantation d'une zone sur les Massettes, si nous pouvons travailler avec la commune de Barbera sur une future plaine des sports. Et dans ce cadre-là, la commune pourra se doter d'un développement qui lui permettra de passer ce très mauvais moment, mais elle en a les moyens. Et elle en a surtout l'opportunité. Il y a d'autres communes qui ne sont pas dans cette capacité de développement potentiel, et donc il faut qu'on l'assume absolument. Je reviens un instant avant de parler des taux et de les soumettre à votre vote sur les efforts en matière de fonctionnement. Nous avons défini l'orientation générale qui était celle de l'effort, mais 2 budgets sacralisés, qui étaient celui de l'école et celui du social. Parce que même dans l'effort, ça doit rester un budget de crise. Donc, on a lissé sur tout, sauf sur ce qui était important pour les plus fragiles de nos concitoyens en matière sociale, et évidemment, pour tout ce qui peut préparer l'avenir avec l'école. Donc ces 2 budgets-là, eux, sont restés à même niveau. Pour tout le reste, l'objectif a été effectivement de faire grosso modo 7% d'économie sur le budget de fonctionnement, et chacun s'y est attelé. Voilà ce que je pouvais dire en cadrage général. Avec les taux donc, que vous retrouvez avec la bête application du 2,5, et donc un taux de taxe d'habitation qui se situerait à 7,61, de foncier bâti à 23,08 et de foncier non bâti à 78,69. Y a-t-il des questions sur le vote des taux? Robert. Oui, concernant l'augmentation des taux, on a pratiquement la même problématique que l'année dernière, à savoir qu'on entend parfaitement que l'augmentation, que la taxe d'habitation, qui est la taxe la plus sociale des trois, peut-être, puisqu'elle ne touche que les locataires, donc elle ne touche pas les propriétaires, qu'on maintienne. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, pardon. C'est un impact uniquement, Les habitants. Les habitants, voilà. Soit propriétaires ou locataires. Je me suis mal exprimé. Un impact que sur les habitants. Qu'on maintienne cette taxe à un taux bas, on l'entend, on le comprend, on partage le choix fait.
En ce qui concerne la taxe foncière bâtie, puisqu'en ce qui concerne le foncier non bâti, il est petit quand même, hein, le foncier non bâti est petit sur la commune. En ce qui concerne la taxe de foncier bâti, elle augmente, beaucoup, régulièrement chaque année, hein, parce qu'une augmentation de 2,5% sur le foncier bâti, c'est beaucoup plus conséquent qu'une augmentation de 2,5% sur la taxe d'habitation, puisque le taux est plus bas, donc l'augmentation qui se répercute est plus importante. Cette taxe foncier bâti touche tout le monde, hein, les entreprises, les commerces, les habités propriétaires, mais elle atteint quand même des niveaux relativement importants sur la commune, et beaucoup plus importants que beaucoup de communes de l'agglomération. La question qui se pose, c'est que depuis 5 ans, on augmente systématiquement de 2,5%. Quel que soit le taux d'inflation, alors j'entends bien que le taux d'inflation de l'INSEE et le taux d'inflation interne, comme vous avez dit tout à l'heure, j'entends bien la différence entre les deux, mais cette augmentation de 2,5% systématique, c'est quand même importante, conséquente, et comment dire, elle est sans doute supérieure au taux d'inflation interne, que vous avez décrit tout à l'heure. Non, l'interne est de 4. L'interne est de 4. De 4. Alors pourquoi 2,5 systématiquement Parce que la moyenne sur 10 ans de l'inflation est de 2. Donc en fait. Non. Pas sur 10 ans, non. La moyenne depuis 2007, l'augmentation de l'inflation depuis 2007 à l'INSEE est de 10,63%. Depuis 2007. L'INSEE, l'inflation a progressé de 10,63% en 8 ans. Ça fait 6 exercices, on a ça, on est à 2. À 18, et là, nous on est à 18,22. C'est-à-dire presque 12. Mais on reste, contrairement à ce que vous dites, dans une moyenne basse dans l'agglomération pour le foncier bâti. Pas sur la DH, oui, c'est sûr. Non, sur le foncier bâti. Sur le foncier bâti. De toute façon, c'est pas très compliqué. Si on dit qu'on n'augmente pas de plus de 2,5 la taxe d'habitation, mais qu'on veut augmenter de moins de 2,5 le foncier bâti, à la fin, il nous arrive un truc, c'est qu'on croise les skis. Parce que d'un point de vue, la rigueur mathématique, votre observation est parfaitement valable. Il se trouve que d'un point de vue budgétaire, si on baisse d'un côté et qu'on n'augmente pas de l'autre, forcément on va avoir un problème. Donc l'avantage de ce foncier bâti, je le répète, c'est qu'il porte sur tous. Et il n'y a pas meilleur impôt qu'un impôt à assiette large. Et s'adressant à tous, celui-là, effectivement, va permettre d'avoir un véritable retour pour la commune. Là, c'est 2 676 000 euros. Sur un cadre comme celui-là, pour un propriétaire de studio à la Ravola, ça va représenter 7 euros par an, en gros. Donc à 0,80 centimes mensuels, on est dans un effort qui est loin de l'élasticité fiscale. Voilà. Et pour une entreprise, en fonction de la taille de son bâtiment, on ira peut-être jusqu'à 80 ou 90 euros. Donc on est à un équivalent de 7 euros mensuels pour l'entreprise. Je suis bien placé pour savoir qu'on a marre de payer toujours plus, mais pour autant, on est vraiment dans un effort qui est minuscule. Et je pense que y a d'autres postes budgétaires sur lesquels les entreprises peuvent trouver l'économie de 7 euros mensuels. Voilà. Donc c'est un vrai choix, je comprends. Hein. Mais dans la situation actuelle, si on veut rester avec une TH basse, il faut qu'on applique uniformément l'augmentation de 2,5 sur les 3. Est-ce qu'il
qu'il y a d'autres observations sur ce sujet? Je mets donc ce vote des taux au voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 4 abstentions qui sont ainsi adoptées. Donc Jean-Louis L'Enfant va nous présenter le budget primitif 2015. Alors, en préalable, c'est un budget primitif donc, qui reprend totalement les grandes orientations qui ont été débattues lors du débat de l'orientation budgétaire du 26 janvier et ce budget fait l'objet d'une présentation détaillée, d'ailleurs strictement identique à celle de ce soir à la commission des finances qui a eu lieu lundi dernier. Alors par rapport à cette commission des valeurs, vous avez donc le rapport qui a été diffusé, vous avez même des grands tableaux avec le détail. Et en plus, là, nous avons bâti en fond d'écran un petit PowerPoint qui, lui, reprend l'essentiel, c'est-à-dire les grandes lignes. Hein. Voilà. Donc, ce budget primitif 2015 s'équilibre à hauteur de 9 240 465,47 € pour le fonctionnement et à 6 730 416,21 € en section d'investissement. Alors, si on va aller dans le détail, voilà. Alors ça c'était donc les grandes lignes du budget. Maintenant on va rentrer section par section et à l'intérieur de chaque section, recettes et dépenses. Donc là aussi les grandes lignes de la section de fonctionnement recettes. Donc les recettes du budget primitif 2015, recettes strictement de 2015 sont prévues à hauteur de 8 473 871 €. À ce montant, il faut ajouter, c'est suite d'ailleurs à la délibération d'affectation des résultats que vous avez prise lors du vote du compte administratif, donc on la reprend telle que c'était voté. Donc on ajoute aux recettes attendues de 2015 les 766 594,47 € de report à nouveau de l'exercice 2014. Soit donc ce fameux total de 9 240 465,47 €. Et les variations de prévision, je ne parle pas de réalisation, sont donc stables entre 2014 et 2015. Donc les recettes sont prévues bien évidemment de manière sincère et prudente. Sincère pour certaines, prudente pour d'autres, qui sont liées à l'activité économique. Donc on peut les passer à la diapo suivante. Et voilà, résumé. Donc la fiscalité directe locale, donc on vient d'en parler, vous venez de voter les nouveaux taux, s'élèvera à 3 774 019,85. Donc ce produit des trois taxes, il faut le savoir, représente 45% des recettes de fonctionnement hors report. Ce premier chiffre que vous aviez de 8 millions et quelques. Hors report, la fiscalité directe locale représente 45% des recettes de fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'on a constaté effectivement? On a constaté sur cet exercice que les bases augmentent faiblement, elles augmentent d'1,32%. Et c'est la conjugaison de deux facteurs. L'augmentation mécanique qui en ce moment est très stable et à laquelle s'est ajouté 0,9 points dans la loi de finances. La loi de finances apporte également nous fixe le taux de revalorisation de l'érosion monétaire. Donc il y a deux paramètres qui augmentent les bases, à la fois les destructions et les constructions d'une année sur l'autre et l'érosion monétaire. Donc c'est très faible, on a connu bien mieux. Donc on part avec 1,32 qui est lié effectivement au peu d'inflation et au ralentissement donc, sur l'exercice des mises en service de logement.
Donc je notais qu'il était nécessaire de maintenir la progression des taux sur la base de 2,50, ce que vous venez de délibérer. Outre la fiscalité directe locale, nous avons les reversements de fiscalité en provenance de Chambéry Métropole, c'est la dotation de solidarité communautaire et l'attribution de compensation. Les deux qui sont figés depuis des années et pour des années, sauf bien évidemment modification dans les transferts de compétences. Donc ces deux ressources qui redescendent, c'est les produits de l'ex-taxe professionnelle, sont de 2 018 et 0,28 euros. C'est 24% de nos recettes, toujours de fonctionnement hors report. La fiscalité indirecte. La fiscalité indirecte, elle est estimée à hauteur de 425 109 euros, ce qui pèse pour 5% des recettes de fonctionnement hors report. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Principalement les droits de mutation, la taxe locale sur la publicité extérieure et la taxe sur l'électricité. Donc ces trois produits font 425 109 euros. Là aussi, ce sont des produits directement impactés par le ralentissement économique, puisque moins de transactions immobilières, donc moins de droits de mutation, entre autres. L'énergie, bon, c'est un pourcentage des consommations d'électricité. Et la taxe sur la publicité extérieure, c'est celle qui frappe le plus des manifestations ou permanentes des entreprises. Ensuite, il y a les concours de l'État et autres qui pèsent qui reportent là sur le tableau 1 388 667,50. C'est à l'intérieur de ça cette fameuse DGF, cette dotation globale de fonctionnement, qui est de 686 304 euros, ça c'est dans le rapport, et elle est en baisse, on vient de le dire, et ceci pour 3 ans, elle est en baisse de 20%, et pèse donc cette baisse pour plus de 176 000 euros. Ça c'est dans le cadre du plan de redressement des finances publiques françaises. À cette dotation globale de fonctionnement s'ajoutent divers concours ou compensations de l'État pour 161 546. Alors ça, c'est compensations, c'est les compensations de taxes à l'habitation, de taxes foncières. Ce sont des compensations que l'État apporte suite à des décisions nationales d'abattement sur la fiscalité locale. L'État a relevé, entre autres, par exemple, certains seuils pour être exonérés de la taxe d'habitation. Donc ça, ce sont des mesures nationales et que prend l'État, je dirais, de manière unilatérale. Donc il compense la perte de revenus des collectivités. Voilà. Donc ces participations de l'État et autres collectivités, alors, ce sont des subventions diverses qui peuvent venir du département, qui peuvent venir de la région, etc., sur des projets autres que d'investissement. Cet ensemble-là donc, représente 16%, et 1 388 000, 16% des recettes de fonctionnement, je dis toujours hors report. Il y a également les revenus de la commune. La commune a un patrimoine, elle a des revenus de loyer, elle a aussi tous le produit, j'allais dire entre guillemets, de l'exploitation, c'est-à-dire toutes les recettes en provenance, par exemple, de la culture, des spectacles, les participations, donc quand vous payez votre entrée. Et il y a également là-dedans l'encaissement de toute du parascolaire, c'est-à-dire les garderies, la restauration scolaire. Ça, ce sont les revenus de la commune. Donc ces revenus représentent 7%, c'est 612 000 euros, 7% des recettes hors report. Et enfin, pour être complet sur les recettes de fonctionnement, nous avons une recette exceptionnelle, je l'ai précisé, elle est de 140 282 euros, surtout pour dire que nous ne la retrouverons pas l'année prochaine. Il s'agit tout simplement d'indemnité d'assurance, de solde de l'indemnité d'assurance sur le sinistre du clubhouse des tennistes. Voilà. Bon, elle est exceptionnelle, mais en face, nous aurons bien évidemment la reconstruction qu'on verra tout à l'heure en investissement. Voilà pour les principales recettes de fonctionnement. Côté dépenses.
côté dépenses de fonctionnement, là, on a distingué, donc vous savez que le budget est forcément équilibré section par section, donc on va retrouver un total de dépenses égal au total des recettes. Simplement, bon, côté dépenses, on fait une distinction entre ce qu'on appelle les dépenses réelles, celles qui génèrent des flux financiers, c'est-à-dire là, l'argent qui va sortir de la commune, et des dépenses d'ordre, c'est-à-dire qui tournent à l'intérieur des budgets, qui sont une dépense pour la section de fonctionnement et une recette pour la section d'investissement. Donc à ce titre, les dépenses réelles vont s'élever à 8 197 691,47 €. Et à cela, il faut ajouter donc les dotations aux amortissements de nos immobilisations, évaluées pour l'instant à 441 533 €. Et notre épargne, ce que l'on peut dégager entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus vulgairement le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, pour 601 241 €. Donc le petit 1 et plus le petit 2 donne 1 042 774, donc on ajoutera aux 8 100 000, mais c'était pour vous montrer donc le montant de notre autofinancement. Alors, simplement petit commentaire sur ce montant. Malheureusement, est à mettre en relation avec la baisse de la DGF. Ce autofinancement brut, on précise brut, puisque avant de concourir au financement de nouveaux investissements ou d'investissements en cours, il faudra prélever là-dessus, nous verrons tout à l'heure dans les dépenses d'investissement, le remboursement au capital des emprunts. L'autofinancement doit d'abord assurer le remboursement au capital des emprunts, et donc une fois qu'on a remboursé les emprunts, on a l'autofinancement net, celui qui va pouvoir servir à de nouveaux investissements. Donc il est en baisse de un peu plus de 15%, il est en baisse de 193 006 €. Vous avez vu les 176 000 € de la DGF, donc c'est ça qui nous impacte l'autofinancement. Alors si on veut rentrer un petit peu dans le détail des dépenses de fonctionnement, des grandes masses, notamment la masse salariale, qui est estimée à 5 176 803 €, qui pèse pour 63% des dépenses réelles. Là on revient sur le premier chiffre des dépenses réelles de fonctionnement. Il n'y a pas de progression de la valeur du point. C'est tout simplement, il y a deux paramètres, c'est le GVT, ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité, c'est les variations du statut de la fonction publique, et des recrutements. Alors c'est par ailleurs l'impact en année pleine des recrutements qui ont été faits en 2014, on n'avait que pour pourcentage de l'année. On vous les cite dans le rapport, une puéricultrice à 50%, un gardien de police, un agent administratif habitant et l'animatrice pour enfants handicapés. Il y a aussi dans l'impact de la variation de la base salariale les évolutions législatives ou réglementaires, donc hausse du SMIC, les revalorisations indiciaires ou les amendes GVT, les cotisations de retraite, etc. Il y a l'impact des nouveaux rythmes scolaires. Et pour l'année 2015, il y a la programmation de 2 emplois, un poste de cadre pour le secteur éducation et vie associative et le remplacement d'un cadre B au service technique. Donc l'impact du GVT, plus en année pleine des recrutements 2014, plus les décisions nationales, législatives ou réglementaires, plus les prévisions, les projets de recrutement pour l'année 2015. À la masse salariale, on a également un gros paquet. Ce sont les dépenses de gestion courante qui sont regroupées sous un chapitre 10 et 11. On y trouve là les achats, les prestations de services, les contrats de maintenance, l'énergie, les télécommunications, etc. Donc, ce secteur est prévu à hauteur de 2 189 468 €.
soit 60% des dépenses réelles. Donc là, comme l'a dit M. le maire, un très très gros effort a été engagé. Tous les postes ont été replacés au peigne fin pour contenir, voire réduire certaines dépenses. Et donc cette progression des dépenses courantes de gestion courante est de 1,12%. La progression des charges financières donc, est contenue. Les charges financières d'ailleurs, nous verrons tout à l'heure en section d'investissement et projets d'équilibrage et d'emprunt. Donc il faut savoir que toujours dans le cadre d'un budget à la fois transparent, sincère et inattaquable sur le plan des chiffres qui sont à l'intérieur, les charges financières qui vous sont projetées sont tout simplement les charges des emprunts déjà contractés, en plus le reste à réaliser, vous avez vu lors du compte administratif d'un emprunt de 800 000 € qu'on a pu décaler donc, et qui rentre tout simplement cette semaine, et donc qui ne pèsera que pour 9 mois en intérêt et en capital. Il est intégré, et nous avons également intégré ce que devrait coûter sur un trimestre seulement l'emprunt d'équilibre que vous verrez en section d'investissement. Donc les charges financières sont calculées pour assurer nos engagements et nos projets de souscription d'emprunt. Le monde associatif, l'effort sur le monde associatif est bien entendu préservé. Et là, je marque une pause. Vous devez avoir dans vos rapports la liste exhaustive de toutes les subventions. Puisque, comme vous le savez, les subventions sont sur un article 654, mais 657, peu importe le numéro, mais chaque subvention est un crédit individualisé. C'est-à-dire qu'on ne vote pas les subventions dans sa globalité, mais on les vote ligne par ligne, même pour 2 €. Donc en annexe du budget, vous avez la liste des subventions sur laquelle éventuellement tout à l'heure vous pouvez intervenir, mais là aussi il y a eu un gros travail de nettoyage de fait, de manière à pouvoir préserver, voire satisfaire les demandes locales en se réinterrogeant sur la pertinence de subventionner des organismes, je n'allais pas dire internationaux, mais à minima nationaux, où on abonde comme ça la force de l'habitude. Hein. Donc voilà, donc on a ramené souvent, quand elles ne sont pas supprimées, à des sommes, je dirais, symboliques, d'estime, et en échange, on a pu répondre présent à des demandes locales. Voilà pour les... donc vous allez pouvoir revenir dessus, vous avez la liste des subventions, et donc voilà les principales dépenses de fonctionnement. Je me répète, hein, mais c'est pas pour aller vite, mais vous avez à l'intérieur, ligne par ligne, tout le détail que vous avez reçu, soit en tirage papier, soit en dématérialisé par courrier. D'ailleurs, on s'y reportera tout à l'heure dans la section d'investissement, parce que sinon, alors là, mon PowerPoint, on n'en sortira pas. Voilà. Donc, maintenant, la section d'investissement. Alors, la section d'investissement, d'abord en recettes, ça va très vite. Les recettes de l'exercice 2015 sont estimées à 5 696 660,44, et ça ce sont les recettes, on va dire, réelles. À quoi il faut ajouter les restes à réaliser, puisque la différence de la section de fonctionnement qui ne connaît pas de restes à réaliser, hein, tous les crédits utilisés sont annulés et se retrouvent dans le résultat. En section d'investissement, toutes les recettes et toutes les dépenses qui ont fait l'objet d'un engagement
sont des restes à réaliser qui se reportent sur l'année d'après. Et ça, vous avez là aussi, lors du vote du compte administratif, voté l'état des restes à réaliser de recettes et de dépenses. Donc les restes à réaliser de recettes 2014 sont 979 160 euros, dont 800 000 d'emprunt. Et le report à nouveau, c'est-à-dire que hors reste à réaliser, la section d'investissement de 2014, je précise bien hors reste à réaliser, la section d'investissement de 2014 dégageait un résultat positif de 94 595,77. Ce n'est qu'après avoir ajouté les restes à réaliser de recettes et les restes à réaliser de dépenses qu'on est tombé en négatif et qu'on a un besoin de financement, ce fameux besoin de financement qui est financé par prélèvement sur l'affectation des résultats. D'accord? Et la section stricto sensu de 2015 dégageait un résultat positif de 94 000. Donc les recettes de 2015, 5,6 millions. Les recettes en reste à réaliser, 979 160. Et un report à nouveau de 94 595,77. Le tout fait donc notre section d'investissement recettes que je donnais en entrée à 6 770 416,21. Alors, si on rentre légèrement dans le détail des recettes d'investissement, donc je vous rappelle ce fameux besoin de financement, donc ça va être une recette d'investissement puisque la section de fonctionnement l'abonde et que nous émettons un type de recette. Donc c'est ce qui va en réserve en fin de compte. C'est donc une recette de la section d'investissement qui par ailleurs doit, quand il y en a un, intégrer en dépenses télévisives. Bon, le fonds de compensation de la TVA. Donc le fonds de compensation de la TVA, je ne veux pas expliquer ce que c'est, tout le monde le sait. Il est estimé à 280 000, il est calculé sur la base des investissements qui ont été faits 2 exercices en amont, puisqu'il y a un décalage de 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'estimer très très près. On sait quels ont été les investissements de l'année de référence, et on sait qu'à l'intérieur, il y a des investissements qui sont éligibles, d'autres qui ne sont pas éligibles au FCTVA. On remplit un imprimé, on envoie tout ça à la préfecture, et on perçoit, après le contrôle, donc ce fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée. Sont également recettes réelles d'investissement la taxe d'aménagement. Alors la taxe d'aménagement, on l'a prévu avec une grande prudence. C'est le même problème que les droits de mutation en fonctionnement. La taxe d'aménagement en investissement, elle est liée effectivement au permis de construire. Ils se sont légèrement raréfiés ces 2 ou 3 dernières années. La créance sur la SAS, c'est quoi? Bon, c'est tout simplement la vente des terrains de Valmar à la SAS qui ont fait l'objet d'un accord de paiement sur une échéance de 10 ans. Donc, on a un dixième de 183 560 euros que l'on va titrer. Donc, le fameux emprunt que je vous disais reste à réaliser. Donc, l'emprunt de 800 000 que nous avons pu ne pas souscrire l'an passé, depuis le contrat est signé et parce qu'on ne pouvait plus le reculer, on a obtenu de ne tirer cet emprunt que pour le 31 mars, alors concrètement c'est le 26, parce que ce sera des remboursements tous les 26 à échéance trimestrielle. Donc il va rentrer automatiquement cette semaine et on en aura bien besoin vu les projets d'investissement. Et enfin donc un emprunt d'équilibre, on l'a fait d'équilibre. Si on veut équilibrer la section d'investissement, si on faisait tous les travaux qu'on va vous proposer, eh bien, il faudra emprunter 3 millions d'euros. Alors, ces 3 millions d'euros, on sait que si on doit les emprunter, de toute façon, on ne tirerait pas dessus avant le mois d'octobre. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que dans les charges financières de l'exercice 2015, il y a à la fois les emprunts connus et souscrits, il y a les 800 000 euros pour 9 mois, et il y a les 3 millions pour un trimestre. On l'a calculé sur la base de l'emprunt. Alors l'emprunt de 800 000, il est souscrit au taux de 2%, 15 ans de taux fixe. C'est un bon taux. 2%, 15 ans de taux fixe. Et donc on a fait les calculs, on a tout simplement fait les simulations sur 3 millions, 15 ans,
taux fixe. Bon. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Hein. Voilà. Donc, mais ça, c'est un équilibre. Il n'y a pas de contrat, il n'y a même pas de consultation des membres pour l'instant. Voilà pour les principales recettes principales et totales, les deux recettes réelles d'investissement. Alors maintenant, les dépenses d'investissement. Alors oui, avant de passer aux dépenses d'investissement, là c'était les recettes réelles, et à cela nous ajoutons les recettes d'ordre d'investissement. Donc l'autofinancement dont on a parlé, qui est une dépense de fonctionnement et qui est une recette d'investissement, les amortissements, qui sont également une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement, et nous avons également mis dans les recettes d'ordre une provision qu'on trouve aussi bien en recettes qu'en dépenses, c'est-à-dire qu'on a mis 500 000 € pour pouvoir intégrer dans le patrimoine communal les études qui ont été faites au cours des dernières années et qui pour l'instant n'ont pas encore rejoint l'immobilisation. Hein. Elles sont toujours en études. Donc il y a un double intérêt, la qualité comptable, c'est-à-dire de ne pas laisser traîner des études, et il faut qu'elles rejoignent l'immobilisation de manière à en maîtriser totalement le prix de revient. Et la cerise sur le gâteau, c'est donc, on va s'attaquer à ça au printemps, c'est que tant qu'elles sont en études, elles n'ont pas généré leur FCTVA. Quand elles vont rejoindre l'immobilisation, on va pouvoir, dans 2 ans certes, mais on pourra les rajouter à notre état de fonds de compensation de la TVA. À titre indicatif, il y a 1 200 000 € d'études, et apparemment elles ont toutes été suivies d'un investissement. Donc, parce que les études qui auraient été faites, je ne dirais pas faire des études pour des études, mais enfin qui finalement on renonce à faire l'investissement, ces études qui n'ont pas généré de FCTVA doivent être amorties et réintégrées par le jeu de l'amortissement en section de fonctionnement. C'est-à-dire on les passe à perte de profit, ni plus ni moins. Voilà. Et donc il y a un stock d'1,2 million et on est à peu près certain que le 1,2 million sont des études qui vont générer du fonds de compensation de la TVA. Donc pour faire ces écritures, je vide les études et je les mets dans les immobilisations. C'est une recette d'investissement et une dépense d'investissement. Donc c'est du circuit fermé, mais si on n'a pas les crédits, on ne peut pas les faire. Voilà. Alors les dépenses maintenant d'investissement. Les dépenses d'investissement donc de l'année 2015 stricto sensu vont s'élever à 5 171 880,21. Donc à quoi il faut rajouter ces restes à réaliser de dépenses de 2014, 1 598 536 €, et le total, toujours qu'on donnait en introduction, c'est un total de cette section d'investissement de 6 770 416,21. Alors qu'est-ce qu'il y a, si on rentre dans le détail de la section d'investissement, donc on se débarrasse tout de suite des dépenses d'ordre, on aurait pu les mettre à la fin, mais le plus intéressant c'est ce qui viendra après. Donc, qu'avons-nous dans ce qu'on a appelé les dépenses d'ordre d'investissement? On a l'amortissement des subventions d'investissement qu'on a reçues dans le passé. Bon, il y en a très peu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu beaucoup de subventions d'investissement reçues, mais une grande majorité de ces subventions ont généré des immobilisations qui elles-mêmes ne sont pas amortissables, parce que dans les budgets communaux, nous n'amortissons à titre obligatoire que les biens mobiliers renouvelables. Hein, le législateur a dispensé d'amortir les constructions, d'amortir la voirie, parce que à ce moment-là, c'est toute la section de fonctionnement qui passerait, et on n'aurait pas, le législateur l'a fait justement pour ne pas aggraver la fiscalité, pour gérer les dotations d'amortissement. Hein, donc, tout le patrimoine communal ne fait pas l'objet d'un amortissement, c'est essentiellement les matériels
renouvelables, véhicules, informatique, bureaux, mobilier, etc., plus les immeubles productifs de revenus. Parce que les immeubles productifs de revenus, eux, génèrent leurs propres revenus puisqu'il y a des locations, donc ils ne sont pas exonérés de toute façon d'amortissement. Donc si on amortit les subventions d'équipement reçues, à l'inverse, nous devons aussi amortir les subventions d'équipement versées. Donc là, dans les dépenses d'ordre investissement, on a tout simplement la réintégration de section de fonctionnement des subventions d'équipement reçus sur des biens eux-mêmes amortissables. Il y a une sorte de parallélisme. Donc c'est pour ça que la somme est très faible. Et puis de retrouver, ce que je disais tout à l'heure en recette, 500 000 € pour pouvoir intégrer les études. Dépenses d'ordre d'un côté, recettes d'ordre de l'autre. Voilà. Donc une fois qu'on a évacué les dépenses d'ordre d'investissement, c'est pas ce qui est le plus intéressant. On a effectivement maintenant les dépenses, les principales dépenses réelles d'investissement, donc qui s'élèvent proposition 2015 plus reste à réaliser 2014 à 6 258 151,21 €. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, je vais vous renvoyer à l'état que vous avez reçu parce que le budget est... certes, il y a le remboursement du capital des emprunts, voilà, mais il y a surtout des programmes puisque la section d'investissement est votée par opération. Elle n'est pas votée par article budgétaire, elle est exécutée par article budgétaire pour respecter le plan comptable, mais le vote que vous faites est un vote par opération. Donc, les opérations que vous avez en annexe, elles sont projetées aussi. Vous avez donc ce qui a été budgété, ce qui a été réalisé, ce qui est remonté. Les crédits, c'est pas visible là, mais vous avez le document papier. Et on va résumer très rapidement, mais là je repasserai la parole aux professionnels de ce domaine. Bon, et là-dedans, il y a tout simplement, entre autres, mais dans l'ordre, la réflexion du clubhouse du tennis, il y a le restaurant scolaire du Ballon Fleuri, je parle de tout ce qui est enclenché. Il y a l'aménagement, la fin de l'acquisition et de l'aménagement de la salle de la résidence senior. Il y a bien sûr nos engagements sur Valmar, sur la ZAC. Voilà. Et ensuite, un certain nombre d'opérations pour lesquelles je repasse la parole à M. le maire et à son adjoint chargé des travaux. Merci beaucoup. Mais quand tu parles, on se sent plus indécis. Tout est limpide. Donc, non, on ne va pas allonger plus, parce que vous en avez pris connaissance. On va résumer, synthétiser en disant que, grosso modo, on a deux grands blocs. Un bloc d'investissement lié au développement dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire toutes les opérations liées à Valmar, et en particulier l'îlot 1. On a fait le choix dans la mesure où le pôle santé voulait s'installer sur la dernière partie à la place du centre commercial, de faire les acquisitions immobilières. Donc en plus des locaux de la résidence senior, on a les locaux ex-pôle santé devenus trop petits. Donc là, il y a une étude d'ailleurs qui figure dans le budget pour savoir comment on va exploiter ces mètres carrés-là. On savait que de toute façon, on était obligé à un moment d'acquérir des mètres carrés dans Valmar pour pouvoir y remettre la salle Villard-Valmar, pour y mettre le CCAS, pour y mettre le dojo, pour y mettre le café poussette, c'est-à-dire en fait toutes les activités, les prestations qui étaient sur le centre commercial. Donc on le fait maintenant et de le faire dans 2 ans. C'est pas forcément la bonne année, mais de toute façon, la commune a des capacités financières pour le faire. Donc on le fait. Ça, c'est le premier bloc donc, autour de Saint-Denis. Il y a un deuxième bloc Féjaz, avec la rénovation énergétique de Féjaz, et puis les études sur le devenir du terrain de foot, des vestiaires attenants, et puis la volonté d'y mettre un parc de verdure.
c'est extrêmement important. C'est pas ce qui pèse le plus lourd, mais c'est vraiment partie des opérations d'ensemble d'investissement sur FEJA, qui participe aussi au développement. Et le troisième pilier dans ce bloc développement, c'est le restaurant scolaire de Vallon-Fleury, puisqu'il faut évidemment qu'on termine la tournée après Tréhibou, Féjaz, et que désormais on soit sur Vallon-Fleury avec un très beau projet sur lequel travaille Thierry Gérard actuellement. Donc ça, on va dire que c'est le bloc développement. Et puis après, il y a un bloc récurrent. Le bloc récurrent sur nos PPI, nos programmations pluriannuelles d'investissement qu'on a déjà présenté l'année dernière. Donc une PPI de voirie, une PPI conteneur semi-enterré, une PPI sentier, une PPI éclairage public, une PPI enfouissement. Donc là, ce sont des dépenses, on va dire, récurrentes. On sait que chaque année, il faut que la commune entretienne son patrimoine, l'améliore, le développe. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais des grandes masses budgétaires, c'est important de garder ça à l'esprit. Aujourd'hui, nos PPI pèsent 5 à 600 000 euros en fonction des dépenses à engager, des dépenses prêtes, non prêtes, chaque année. Donc il ne s'agit pas demain de se couper les mains parce qu'on ne sera pas en capacité de faire des virements à la section d'investissement et donc de même plus pouvoir assumer ce qui serait l'investissement de base dans l'entretien du patrimoine de la Ravoir. C'est une observation que je fais parce qu'il y a beaucoup de communes qui aujourd'hui ne font pas ce choix-là. C'est-à-dire qu'ils investissent dans du neuf, mais ils n'entretiennent pas l'ancien. Et donc, à un moment donné, la facture tombe. Donc, il faut toujours qu'on ait à l'esprit que, de toute façon, un budget d'investissement minimum pour la Ravoir, hors reste à réaliser et reprise, de toute façon, tournerait autour de 1 million d'euros, quoi qu'il arrive. Donc, c'est bien, c'est un bel exploit d'injecter 6 millions d'argent public en investissement sur une année de crise comme l'année 2015. Mais de toute façon, il faut bien avoir à l'esprit que même si on n'avait pas dû acquérir les mètres carrés du centre-ville avant 2 ans, de toute façon, le budget d'investissement courant, c'est 1 million. Le budget d'investissement productif plus le courant, ce serait 3 millions. Cette année, on a une année particulièrement dynamique. Et c'est bien parce que c'est quand même l'année ou jamais où il fallait faire du contracyclique. C'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait mettre un peu d'argent public dans l'économie, dans la mesure où l'économie en a besoin. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, un peu plus haut. Des questions, des petites questions, parce qu'effectivement la présentation était très claire. Une question sur les dépenses de fonctionnement. Je rentre un petit peu dans le détail, mais dans les indemnités, autres indemnités, il y a sur la prévision de dépenses de 2015 une augmentation conséquente. Et donc j'aimerais savoir, page 4. C'est non, 64 138. 138. Autre indemnité, donc c'est un peu vague comme intitulé, c'est marqué personnel contractuel. C'est le remplacement des personnes quand elles sont en congé de maladie. C'est quel type d'indemnité? C'était augmenté par rapport au compte épargne-temps. Aujourd'hui, on a cumulé du compte épargne-temps pour les agents. Enfin, ça ne fait pas une grosse augmentation, ça fait 20 000 euros. Et on est obligé, en fait... Enfin, la progression est importante d'une année sur l'autre, je veux dire, par rapport à la santé. Oui, par rapport au départ. Oui. Alors, je lance mes questions pendant que... Oui, faites la liste. Parce que si on pouvait ne pas refaire le travail de commission, ça serait bien. Non, mais un petit... comment dire? On a, par rapport au budget de l'an passé, on est resté dans l'enveloppe, mais on a, comme le chapitre 012 est une entité unique, hein, je dirais que le détail à l'intérieur, il est important. Le détail, c'est de l'information et c'est également sur ce détail que l'on mandate. Mais l'année dernière, nous avons dû faire une DM importante, justement, pour tenir compte des variations, de l'impact en année pleine, je parle de l'année dernière, hein,
des rythmes scolaires qui avaient commencé en 2013, hein, qui se sont retrouvés en année pleine en 2014, plus tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur en année pleine les recrutements, fait que les mandatements n'ont pas toujours été très ciblés sur les bons articles. Ça ne répond pas forcément à votre question, mais il faut se méfier des variations entre les réalisations. Ce qui est intéressant, c'est le chapitre global. Voilà. Alors, comme on vous l'a dit, la provision, parce que là, moi, je n'ai pas suivi tout le détail hein, avec la RH, hein, mais la provision pour le compte épargne-temps aussi qui est mise en place. Et qui est à la fois, je ne sais pas si c'est une nouvelle licence réglementaire, mais en tous les cas, c'est une grande sagesse de manière à ne pas avoir une bombe à retardement le jour où les personnels en demanderont le paiement. S'ils le prennent en congé, c'est très bien, mais le jour où ils souhaiteront valoriser financièrement leur stock, hein, effectivement, il sera intéressant d'avoir mis l'argent de côté, d'avoir une provision. Autre question, et je rassure Monsieur le maire, je n'ai pas participé, et je le regrette, à la commission des finances, je n'étais pas disponible ce soir-là. J'aurais voulu il faut pas le savoir... faire quand même, comme ça on va faire la liste des questions. Voilà, non, mais j'en ai pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. J'aurais voulu savoir s'il y avait un seuil pour les biens amortissables, ou immobilisables, pardon. Un seuil d'achat, un montant. Ou s'ils étaient immobilisables dès qu'on... Tous les biens, quelle que soit leur valeur, alors s'ils rentrent dans la catégorie des biens amortissables, doivent être amortis. Après les durées d'amortissement sont fixées par une délibération du conseil municipal, donc là, la nouvelle municipalité n'a pas eu à se prononcer parce qu'il faut qu'il y ait une continuité. Elle aurait pu, elle pourrait modifier le rythme, elle ne l'a pas fait. Donc les durées sont votées par le conseil municipal. Il n'y a pas de seuil pour ne pas amortir. Par contre, on pourrait aussi, mais ce n'est pas le cas, décider que les biens de faible valeur, on les amortit d'un seul coup en une année aussi. Ça c'est pour purger les aides à l'inventaire. Mais il n'y a pas de seuil pour amortir ou ne pas amortir. Tout bien qui rentre dans la catégorie des biens amortissables doit être amorti, même s'il fait 500 € sur 10 ans, 50 € pendant 10 ans. D'accord. Et alors, juste deux remarques. Une sur les avantages en nature que perçoivent les associations. Parce que dans la liste des attributions de subventions, on a une somme en monnaie sonnante et trébuchante, ce qui peut nous donner un aperçu de l'aide de la municipalité à chaque association. Mais en réalité, c'est faussé puisque certaines associations ont certainement des avantages en nature, en disposition de salles, en frais d'électricité, de chauffage, etc., qui ne sont pas chiffrés. Et c'est vrai que si nous avions un tableau avec les subventions en monnaie sonnante et trébuchante et en plus l'estimation des avantages en nature, nous pourrions savoir effectivement ce que chaque association représente comme charge, je dirais, pour la collectivité, et nous pourrions avoir une idée véritable de l'aide que nous apportons aux associations qui pour l'heure n'est pas forcément dans l'ordre dans lequel on pense les choses et on voit les choses si on ne regarde que les subventions en espèces. Et puis, deuxième remarque aussi, nous avions demandé lors d'un précédent conseil municipal à avoir la liste du patrimoine de la commune, et nous attendons toujours cette liste et nous serions très heureux de pouvoir l'obtenir. Posez cette question, si ma mémoire est bonne. Oui, alors je vais vous répondre sur les deux choses. Votre préoccupation sur effectivement d'avoir une vision exacte et globale des avantages dont bénéficient les associations était justement, a été la préoccupation de notre collègue Alexandre Génaro, qui m'en a parlé à l'occasion justement de signature, de bons de commande pour mettre un groupe électrogène ici à disposition, etc. Donc on a décidé, mais là je vous assure que la fin d'année a été extrêmement tendue, difficile, etc. Et donc nous avons décidé effectivement de monter un fichier des associations, à la fois avec le cash qui est dans la délibération, mais également de tous ces avantages latéraux qui parfois
peuvent être conséquents. Donc ça impacte Madame directrice générale adjointe qui envoie passer un certain nombre, et les services techniques par exemple, qui mettent à disposition du personnel, ou une pelle mécanique, ou un groupe, etc. Donc c'est un objectif de l'année 2015. Ce sera fait. Mais c'est toujours des choses qui s'empilent sur la charge du service finance, qui est quand même pas un service très étoffé. Ça repose sur 4 personnes, et peut-être là-dedans il y a du temps partiel, je ne sais pas. Mais c'est un objectif de l'année, avec d'ailleurs un double souci. C'est que vous savez qu'une association qui perçoit 23 000 € et plus de subventions doit faire l'objet d'une convention dans laquelle les deux parties exposent ce qu'elles attendent l'une de l'autre. Donc, effectivement, Alexandre s'en est inquiété de savoir que quelqu'un qui frôlerait les 23 000, mais avec... et la trésorière aussi, pour tout vous dire, ce fut une de nos discussions ce matin. Donc ça, c'est dans nos objectifs. Et puis ça permettra peut-être à des associations qui pleurnichent de leur dire il y a ça, certes, mais il y a ça aussi. D'accord. Donc ça, c'est pas moi qui vais faire tout le travail, mais c'est pour ça que je ne veux pas trop m'engager pour les services, mais c'est notre objectif de l'année. Vous aurez en fin d'année un compte rendu de cela. Sur le point de l'inventaire, alors là, bien sûr, vous savez, dans toutes les trésoreries de France et de Navarre et dans toutes les communes, c'est la chose qui pique, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est un travail de Romain, donc on est dessus, là aussi, tous les ans on en tire. Les intégrations des études en font partie, les intégrations également des travaux, qui pour l'instant dorment dans des comptes travaux en cours, et qui doivent rejoindre les comptes. Alors là, ils ont récupéré le CTVA, mais ils sont toujours en travaux en cours, alors que ce sont des biens qui sont en service depuis des années. Les ramener dans le compte 21, il y a un gros travail à faire. Cela étant, pour tout ce qui est mobilier, matériel, etc., puisqu'il est amorti, on en a un état détaillé. Donc, laissez-nous encore un petit peu de temps. Pour qu'on y recense, on a même des ambitions, alors je ne sais pas si on ira au bout, mais puisqu'il y a une artothèque, c'est de recenser également, alors qu'ils ne le sont pas, toutes les œuvres d'art que la commune possède, que ce soit en mobilier urbain, demain dans le cadre du 1% culturel, c'est ça, il y aura certainement des choses à Valmar. Mais il y a des œuvres ici ou là, alors il y en a des mineurs, mais il y en a certaines d'artistes ravouariens qui sont cotés. Donc l'idée aussi, cette idée est venue quand il a été décidé de prêter des œuvres, et il faut tout simplement les recenser. On va essayer de les recenser, on va essayer de les valoriser forfaitairement, et à ce moment-là d'améliorer l'inventaire. On n'amortira pas, puisque les œuvres d'art ne s'amortissent pas par des choses. Voilà. Donc, c'est pas un vœu pieux l'inventaire. En tant qu'ex-trésorier, je peux vous dire que c'est mon dada, mais c'est lourd. Mais on y arrivera avant la fin du mandat, peut-être avant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une question qui s'adresse à Monsieur le maire plutôt qu'à Monsieur l'enfant. Ça concerne les moyens généraux des services, et notamment la police municipale, puisque il y a l'extension du système de vidéoprotection pour lequel on voit une somme de 20 000 € prévue. C'est une petite somme, alors que la consultation des citoyens qui a eu lieu en février, vous avez dit qu'il fallait la faire vite pour qu'on puisse inscrire les sommes au budget. Pour inscrire 20 000 €, il n'y avait pas vraiment de précipitation, il n'y avait pas vraiment d'urgence. Puis deuxième point, c'est l'armement de la police municipale. C'est l'armement de la police municipale qui en apparaît, 10 000 €. Ce qui voudrait dire que la préfecture aurait autorisé la commune à armer sa police municipale. C'est pas la préfecture. Enfin, le préfet. Parce que si j'ai bien compris, c'est le secrétaire général qui vous avait refusé. Attendez, en fait, il se trouve
C'est votre Premier ministre. Donc il a bien fait. Je pense que c'est jamais bien de réagir de façon émotionnelle. Il n'en reste pas moins que l'émotionnel peut parfois conduire à des décisions utiles. Et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont fait passer une circulaire dans toutes les préfectures autorisant l'armement des polices municipales suite aux événements du mois de janvier. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une réinscription budgétaire. S'agissant des 20 000 euros, en fait, ce sont les frais d'études qu'il nous fallait absolument intégrer, en sachant que les investissements caméras soit feront l'objet d'une DM parce qu'on sera en capacité de le faire au mois de septembre, soit seront inscrits plutôt sur 2007. Donc on n'en a pas fait l'inscription budgétaire maintenant. Les 20 000 euros, c'est vraiment la fin de l'étude, notamment pour faire le lien avec le CSU de Chambéry et des communes de Chambéry Métropole. Voilà. Donc là, on est sur les 170 000 euros à investir. On ne sait pas si ce sera à cheval sur les 2 années ou seulement sur une. Donc on a préféré être plus prudent comptablement et n'inscrire que les études de faisabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolé, je suis en train de me battre avec des moucherons, il y a un moucheron quelque part, ou alors je vais pas dormir à la clinique tout là. Heureusement que ce bas, ça peut autoriser aux primaires de donner. Oui, parce que. Je le fais à la main. Oui, je suis désolé, je tue des animaux, mais ils m'énervent en même temps. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc mettre ce budget au voie. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il est ainsi adopté. Pour terminer sur cette séquence budgétaire, je voulais vous dire que la trésorerie municipale de Châles a fait l'objet d'un audit de la Chambre régionale des comptes et que la commune de la Ravoire n'a fait l'objet d'aucune observation sur la gestion 2002-2012. Il est moins expérimenté que Jean-Louis, mais je suis arrivé. Maintenant qu'il est là, on va être encore mieux. Voilà. Non, mais c'est très bien parce que c'est l'occasion de saluer aussi le travail des services, ceux qui engagent, ceux qui payent, ceux qui comptabilisent, ceux qui analysent, ceux qui recollent, ceux qui auditent. Voilà, donc c'est quand même. C'est 15 jours à ce c'est très très bien. C'est très très bien. Pour terminer, alors, ah oui, on était une question orale de Madame Coquillot, mais j'avais une information à vous donner donc sur la fixation des tarifs de spectacle à l'espace culturel Jean Blanc. Je vous en fais pas toute la lecture, hein. Je les laisse à votre disposition. C'est pour tous les spectacles à venir. Et puis une convention de formation avec la Société de formation et d'innovation en secourisme pour une action de formation professionnelle au bénéfice de 3 agents intéressés au CHSCT qui auront lieu à la fin du mois de mars pour 697,50 €. Voilà. Ensuite, on avait donc une question de Mme Coquillot sur l'aménagement de l'aire de grand passage, sujet beaucoup bien important, sur l'avancement du PLU et sur le compte rendu de la commission travaux. Sur le PLU, ça vaut combien? Sur les travaux, c'est bon. Ok. Donc sur l'aménagement d'une aire de grand passage. Voilà. Sur le Chambéry Métropole vient de lancer un appel d'offres sur des travaux concernant une aire de stationnement des gens du voyage sur la commune de la Ravoire. Nous n'avons jamais entendu parler de ce projet nulle part, donc nous souhaiterions avoir des informations
sur l'historique de cette décision. Ouais. Alors, on ne pouvait pas encore en parler parce qu'on gardait d'abord la primeur d'information aux propriétaires, que déjà malheureusement on a informé très tardivement, ce que je regrette, mais sur des sujets aussi sensibles que ceux-là, parce que la vraie histoire, c'est que depuis la loi Besson, c'est-à-dire depuis 15 ans, personne n'avait jamais pris ses responsabilités pour implanter un terrain de grand passage. Mais sur ces sujets-là, pour autant, qui peuvent faire l'objet de tous les fantasmes, il faut travailler dans une relative discrétion. Sinon une totale discrétion. Donc, quand l'été dernier, pour une énième fois, la commune de Laravoir, la commune de Barbie, la commune de Cognin, la commune de Jacob, la commune de Chambéry ont fait l'objet d'envahissement, les maires ont demandé au service de Chambéry Métropole de travailler à identifier plusieurs emplacements possibles pour implanter un terrain de grand passage, en sachant, Marc Chauvel dirait mieux que moi, lui qui occupait ses responsabilités dans le précédent mandat, que le préfet nous mettait une pression très forte, puisque la communauté d'agglomération d'Aix-les-Bains s'était déjà dotée d'une aire de grand passage, et que la loi prévoyait que chaque EPCI devait disposer d'une aire de ce type. Donc on a identifié 7 emplacements, et en multi-critérisant les possibilités d'y aller, les possibilités de les aménager, les possibilités de les avoir à immédiate proximité pour avoir une surveillance de la part des forces de police. Il en est resté plus que 3. Comme en pareil cas, ceux qui ont à dire oui ou non, parce que ça c'est des concertations qui ressemblent à des enterrements en général. Hein. Voilà. Dès qu'on concerte sur des sujets comme ça, on enterre le dossier pour de nouveau 15 ans. Il restait 3 possibilités et j'ai pris mes responsabilités. S'agissant d'un terrain qui était sur l'Aravoir, même s'il est aux confins de l'Aravoir, puisqu'il se trouve entre la voie ferrée et la VRU, juste à la sortie de l'échangeur du Granier, j'ai pris mes responsabilités en acceptant que ça vienne à cet endroit-là, sous réserve. Que cet emplacement soit provisoire, c'est-à-dire qu'on signe des conventions de 5 ans au maximum, parce que ce terrain a tous les avantages en termes de visibilité et en termes d'accessibilité. Il a un inconvénient, c'est qu'il est de forte valeur agronomique et que je souhaitais qu'il puisse revenir aux exploitants actuels, les propriétaires que nous avons vus. Et les exploitants seront évidemment indemnisés. Les discussions ont déjà commencé et elles se poursuivent vendredi prochain, d'abord avec eux qu'on en a parlé. Dans le mode d'organisation, ce qu'il est important de savoir, c'est que ça va nous permettre enfin de faire régner la loi dans l'agglomération. Parce que quand on avait des envahissements, on n'était pas en capacité d'expulser les caravanes. Alors, il y a certaines personnes qui se comportent mal, d'autres qui se comportaient très bien, mais que ce soit l'une ou l'autre de ces populations, on ne pouvait pas les expulser quand ils occupaient des terrains illégalement, que ce soit des terrains agricoles, que ce soit des terrains de rugby chez nous, que ce soit les terrains en face de Super U, comme ils l'avaient fait auparavant. Et pourquoi ? Parce que pour pouvoir expulser ces personnes, il faut respecter la loi avec ses 3 étages. 1, les terrains familiaux. Il faut que toutes les communes de plus de 5000 habitants aient des terrains familiaux, comme nous en avons 2 à Laravoir. 2, il faut qu'on ait un terrain de passage, comme celui qui est à côté de Chambéry Métropole, celui de la Boisse. Et 3, il faut un terrain de grand passage. Et au fond, c'est assez normal, parce que expulser des populations, si on ne sait pas où les envoyer, assez naturellement, ça rend la puissance publique impotente.
Donc on a pris nos responsabilités et on sera à cet endroit-là pour 5 ans, avec une aire de grand passage. Je ne doute pas que ça puisse faire l'objet de tous les fantasmes. Il se trouve que c'est effectivement beaucoup moins difficile dans la gestion d'avoir un terrain de grand passage que d'avoir des terrains familiaux. Nous, on a des personnes qui, pour la très grande majorité d'entre elles, ont un bon comportement dans les terrains familiaux, mais on a 2 familles à problème, et Dieu sait si au quotidien, c'est compliqué à gérer. Là, en l'occurrence, il s'agit de passages qui durent de 2 à 3 semaines, la plupart du temps dans nos régions, sur les mois d'été, les mois de juillet-août. On en a un bon exemple sous les yeux, c'est le terrain de Vauglan, sur la Calpe, qui aujourd'hui fonctionne très bien. Pour autant, on s'est garanti auprès des services de la préfecture pour qu'il y ait des interventions, d'ailleurs sur les conseils de marque régulières de la part des services de police et que le préfet puisse autoriser le concours de la force publique lorsqu'il y aura des expulsions à réaliser, parce que pour autant, les choses ne seront pas toutes roses et il pourra continuer à avoir des envahissements à d'autres endroits que ce terrain. On va également embaucher un médiateur partagé avec la communauté d'Aglo d'Aix-les-Bains pour que ce médiateur puisse gérer les allées et venues de ces populations du voyage. Mais je veux dire que ce n'est pas qu'une contrainte, que ce n'est pas qu'une nuisance, gens du voyage. On a tous à l'esprit des camps sales et défoncés. On a tous à l'esprit les méfaits qui peuvent être commis par une minorité. Pour autant, il s'agit de femmes, d'hommes, d'enfants, et à ce titre, respectables. Et dans ces conditions, je pense qu'une collectivité sonore à régler un problème, c'est-à-dire trouver un terrain, pour qu'ensuite elle puisse faire preuve de toute son autorité vis-à-vis de ceux qui enfreindraient la loi et le plus élémentaire des respects, ce qui peut arriver. Dans ce cas-là, il faut qu'on ait un arsenal législatif solide pour pouvoir agir avec ce terrain en Lorraine. Mais en même temps, pour pouvoir accueillir dignement ces populations. Parce que ce qui est indigne, c'est que personne n'ait jamais pris ses responsabilités depuis 15 ans. Dans une agglomération qui était présidée par le père de la loi. Pour qu'enfin on l'applique. Donc on va le faire. Effectivement, c'est pas très concertatif. Je le reconnais parfaitement. Mais il y avait 7 terrains possibles, qui avaient chacun 30 propriétaires. Si je les avais tous invités pour les concerter, ça faisait 200 propriétaires. Et si je leur avais demandé où il fallait le mettre, il n'y en a pas un qui aurait levé le dos. Ils auraient toujours dit que c'était mieux chez les autres. Et de temps en temps, il faut y aller. Il faut prendre sa part. Oui, Gérard. Oui, j'ai aucun problème évidemment avec le contenu de ce projet et l'urgence de soumettre, de montrer qu'on respecte la loi pour pouvoir la faire respecter à nos concitoyens. J'ai juste 2 questions parce que j'ai été saisi à la fois lors de mes permanences électorales. C'est un sujet très chaud du côté de Saint-Mandor notamment, puisqu'il y a même des pétitions qui circulent, j'ai découvert ça. Et j'ai eu plusieurs coups de téléphone de gens qui avaient participé à la défense du plateau de Gouages à l'époque, parce que c'est un peu la même zone, et qui avait le même enjeu agricole, effectivement, même si c'est une parcelle qui est très spéciale, puisqu'elle est effectivement très enserrée dans les voies de circulation. Donc j'ai 2 questions. Les aménagements minimums qu'il faut réaliser pour notamment faire face à des conditions météorologiques vite devenir ces terrains souvent du maïs, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'ils ne sont pas incompatibles ou contradictoires avec cette idée d'aménagement provisoire sur 5 ans? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut arriver sans investir trop à ce qu'effectivement il y ait une réversibilité de l'usage de ces terrains? Et puis il a été communiqué, alors ça fait peut-être partie des 3 ou des 7 initiaux, mais il y a probablement un problème territorial qui avait
des terrains du côté de Chignin, dans une zone où là l'agriculture n'avait pas sa place, qui était en termes d'accès pas très loin aussi des changeurs de Chignin, justement. Est-ce que ça fait partie des terrains? Mais là, on est certainement en dehors de Chambéry Métropole. Est-ce que c'est cette raison-là administrative, je dirais territoriale, qui aurait pu faire refuser ce terrain qui pouvait sembler, enfin je ne connais pas exactement la localisation, mais je vois qu'elles sont un peu des anciennes cuves de pétroliers. Est-ce que c'est un terrain qui a été étudié un peu de près? Alors, sur les aménagements, donc, il y aura 170 000 € d'aménagement. Parce que j'entends dire ici ou là qu'il pourrait y avoir 700 000. La semaine prochaine, on sera peut-être à 7 000. Donc il y a 170 000 € d'aménagement. En fait, c'est une voirie carrossable sur la base d'un décaissement et d'un champagneux qui va faire le tour du terrain. Mais l'intérieur du terrain, en fait, va être protégé par une membrane. Parce que de toute façon, il faut que ce soit des terrains en herbe sur l'été. Mais le terrain ne pourra pas être enherbé avant l'été prochain. Donc en fait, on va mettre une membrane composite pour qu'il puisse y avoir un accès. Donc c'est aussi une des preuves qu'on pourra bien être sur du provisoire, ce qui est très important pour les exploitants. Ensuite, sur les autres possibilités, en dehors de l'agglo, il y a effectivement des terrains possibles du côté de Cœur de Savoie. Il ne s'agit pas pour les élus de Chambéry Métropole que nous sommes d'attenter à leur souveraineté. Je sais qu'aujourd'hui, la présidente de Cœur de Savoie est consciente du problème qui se pose chez elle comme chez nous. Ce qu'on essaye d'obtenir avec monsieur le préfet, c'est de considérer qu'à l'échelle de l'espace métropole Savoie, 3 terrains de grand passage, c'est peut-être beaucoup. Et donc, on aimerait négocier qu'il puisse y avoir un terrain au nord, qui est celui de Vauglan, et qu'il y ait un seul terrain au sud, le terrain définitif, pour Cœur de Savoie et Chambéry Métropole. Chambéry Métropole, ça fait 120 000 habitants, Cœur de Savoie, ça fait 40 000, la Calme, ça fait 60 000. Si on a 2 terrains pour une grande agglomération de 220 000 habitants, je pense qu'on pourra subvenir aux besoins. La condition, c'est certainement qu'on soit sur une possibilité d'environ 200 caravanes. Là, sur le terrain dont on parle, on n'ira jamais au-delà de 80. Mais pour être sur 200, il faut que le terrain puisse être divisible en 2 pour faire 100 et 100, parce qu'on a parfois des populations qui ne peuvent pas se mélanger. Mais la réponse du préfet qui est parfaitement légitime, ça a été de dire, montrez-nous déjà que vous êtes capable de régler le problème pour l'été prochain, et ensuite on acceptera de rentrer en négociation. Pour le moment, voilà, vous nous expliquez année après année que vous êtes grand projet, que vous êtes grande possibilité, mais qu'il ne se passe rien. Donc, faites. Donc nous faisons, et je pense qu'on se remet dans une dynamique positive ainsi, avec les services de l'État, pour qu'ils nous aident quand il y a des envahissements, pour qu'ils surveillent le terrain de l'embassage, et pour qu'enfin on puisse négocier le fait d'avoir un terrain partagé avec nos voisins de Cœur de Savoie. Après, il y a diverses possibilités qu'on étudiera. Je pense que c'est vraiment dans la concertation avec la profession agricole qu'on y parviendra. Il faut montrer une fois qu'on le fait, pour montrer qu'on peut le faire. Et puis après, tout le monde aura compris que la concertation ne sert pas juste à expliquer qu'aucun terrain n'est possible. Voilà, sujet important. Oui. Une dernière question. Les agriculteurs ou l'agriculteur, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, qui exploitent actuellement le terrain, qui font pousser du maïs essentiellement, à ma connaissance, il va y avoir un manque à gagner pour eux pendant les 5 ans à venir. Est-ce qu'il y a une indemnisation qui est prévue En fait, il y a une indemnité d'éviction qui est prévue, qui est naturelle, qui est en ce moment calculée par la SAFER. Et la SAFER va le rencontrer également par rapport aux subventions européennes qu'il est susceptible de toucher compte tenu des céréales qui faisaient pousser le revenu. Parce que dans le cas où on touche les subventions européennes pour une exploitation agricole, si on n'exploite plus pendant plus de 2 ans, on peut perdre le bénéfice de la subvention. Donc ça peut faire partie de l'indemnisation.
questions sur le sujet? Il n'y en a pas. Et ben donc, on a terminé. La séance est levée. Là, on a bien travaillé. Si le père commence à en parler avant d'avancer, il est mort.